la pénibilité, c'est quand même d'abord dans la tête. Nous parlions espérance de vie et que côté Macronie, on nous répondait hygiène de vie, ce qui est quand même une certaine ambiance. Et au total, on a eu aussi un mot qui est revenu assez souvent, parce que je crois que c'est la philosophie du texte et c'est ce que nous contestons au fond, l'idée de la liberté et de la liberté de choix. Énorme arnaque, parce que le libéralisme économique qui est à l'œuvre et qu'accompagne et même qu'accentue la Macronie, il est contraire finalement à la liberté. Là, pour être libre, il faut gagner correctement sa vie, il faut pouvoir réellement choisir. Or là, j'aimerais bien savoir de quel choix on nous parle, puisque avec cet âge d'équilibre qui va sans arrêt monter, la question que vont se poser les gens, c'est de savoir s'ils partent à un âge où ils peuvent profiter de leur retraite parce qu'ils sont encore en bonne santé, mais alors ils vont avoir un manque à gagner parce qu'ils n'auront pas suffisamment de points, ou est-ce qu'ils vont travailler plus longtemps, jusqu'à mourir peut-être dans l'emploi, pour pouvoir espérer partir avec une retraite digne. C'est évidemment un total non-choix. Au total, j'ai dû passer dans cette commission, là, depuis le début, à peu près 45-50 heures. J'y vois clair. Ça y est, c'est la fin de la commission spéciale sur les retraites. Nous ne sommes évidemment pas allés jusqu'au bout du texte du projet de loi, puisque le gouvernement a fait le choix d'une procédure accélérée. Donc on avait une date butoir, et comme nous avons décidé de ne pas faciliter la tâche du gouvernement, on avait déposé plus de 19 000 amendements, ce qui permettait de défendre pied à pied nos propositions, de contester leur logique et surtout de ne pas leur rendre la tâche facile en amendant alinéa par alinéa le texte en écho finalement à ce qui se passe dans le pays, puisque le gouvernement a décidé de passer en force contre la volonté de la majorité des Français qui restent opposés au texte, à son texte et à son choix sur les retraites, et aussi un climat social extrêmement tendu, avec une grève inédite d'une longueur tout à fait impressionnante et qui mobilise chaque jour de nouveaux secteurs. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'ampleur qui irrigue l'ensemble de la société, mais le gouvernement visiblement s'en fiche, a décidé de s'adresser à un tout petit secteur de la société et de mépriser non seulement celles et ceux qui contestent, mais aussi les parlementaires, puisqu'on n'arrive pas du tout à avoir un vrai débat au Parlement dont le pouvoir législatif est escamoté au profit d'un exécutif toujours plus fort, toujours plus autoritaire. Donc nous avions ce texte qui de toute façon est un texte à trous, puisqu'il y a dedans l'habilitation pour le gouvernement à déposer 23 ordonnances sur des éléments tout à fait structurants du projet. D'ailleurs, le Conseil d'État a épinglé le gouvernement sur ce point parce que, au fond, le législateur n'est pas éclairé dans son choix vis-à-vis du texte, puisqu'il y a plein d'ordonnances qui donnent tout pouvoir à l'exécutif pour faire ce qu'il veut sur toute une série de sujets. Alors, pendant tous ces jours, nous avons quand même pu voir la stratégie du gouvernement qui ressemble un peu à une stratégie de l'édredon. Vous savez, nous, on était à l'offensive avec une volonté de confronter nos projets, et puis on était face à du mou, hein, on tapait dans du mou, c'est-à-dire des interlocuteurs peu fervents pour défendre leurs choix et leurs projets de société, et qui en gros attendaient que ça se passe. Sans doute avait-il eu aussi un certain nombre de consignes pour éviter les bourdes. Quelques députés se sont quand même risqués à défendre le projet de loi, et ça a été parfois assez cocasse. J'ai en mémoire par exemple ce député, M. Balanant, qui nous a expliqué que passer pour le privé des 25 meilleures années pour calculer la retraite à l'ensemble de la carrière, en fait, intuitivement, on pense que ça va être pire, mais en fait, pas du tout. C'est contre-intuitif, en fait, ça va être mieux. Donc, c'est assez amusant de voir qu'ils n'arrivaient pas du tout à argumenter derrière, mais en tout cas, ils ont une espèce de capacité à donner quelques éléments de langage qui sont ceux du gouvernement, mais pas tellement à défendre dans le détail, ou en tout cas en argumentant la logique de la réforme. Et puis, ce qui a été assez cocasse, c'est que nous avons soulevé quelques lièvres. C'est là où on regrette de ne pas aller jusqu'au bout du texte, hein, parce que le gouvernement ne le veut pas, avec sa procédure accélérée qui nous empêche de voir l'ensemble des articles du projet, alors que c'est tout à fait savoureux de regarder le texte dans le détail. Alors je vais prendre quelques exemples, ça peut paraître technique, mais derrière la technique, il y a toujours en fait
beaucoup de politique. Par exemple, à un moment donné, il s'agissait de savoir comment allait être évalué le calcul du point. Comment on va calculer la valeur du point. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le moment où on acquiert le point, où on l'engrange, et le moment où on va le toucher, c'est-à-dire le moment de la pension. Et c'est d'ailleurs le cœur du problème de cette réforme, parce que on nous dit 1 égale 1, un point égale quelque chose, sauf qu'entre-temps, vous pouvez avoir un âge d'équilibre qui a bougé, et en fait, tous les paramètres de calcul de la pension qui ont sensiblement été modifiés. Donc vous ne pouvez pas savoir quand vous pourrez prendre votre retraite avec un taux raisonnable pour vivre dignement et à quel niveau s'élèvera votre pension. Et alors pour calculer ce point, ce montant du point paramétrique, il y a même le rapporteur de la commission qui à un moment donné nous a dit le point est granulométrique. Donc moi j'ai ouvert Google pour essayer de comprendre ce que voulait dire granulométrique. Je vous assure que nous n'avons pas été beaucoup plus éclairés, mais en tout cas on a soulevé un lièvre parce qu'il voulait le calculer au démarrage en prenant en point d'appui les salaires, ce qui est mieux que l'inflation qui a été instaurée par Balladur et qui a conduit depuis 1993 à une baisse tendancielle du niveau des pensions. Et là, on nous dit les salaires dans le rapport de Levoy. Puis ensuite, on nous dit mais non, ce sera à partir des revenus moyens. Et finalement, on se retrouve dans le texte avec une expression inconnue, revenu d'activité moyen par tête. Or, le revenu, on voit ce que c'est, un revenu moyen, l'INSEE a tout à fait ses catégories, mais un revenu d'activité moyen, ça, on ne sait pas du tout ce que c'est. On a essayé de demander pendant de longues heures au rapporteur, au ministre, ce qui était inclus dedans, et c'était assez fascinant de voir une espèce d'incapacité à répondre à nos questions précises, nous disant d'un seul coup, mais si c'est écrit, c'est très clair, il y a une définition. La minute d'après, on compte sur l'INSEE pour nous dire exactement ce qui rentrera dedans. Bref, un flou artistique assez hallucinant parce que voilà 2 ans et demi que le gouvernement prépare ce projet et qu'il n'est toujours pas capable de le définir, de l'expliquer dans le détail et qui nous fait voter des choses qui semblent avoir été décidées tout récemment, comme d'ailleurs le montre l'ensemble du texte, parce qu'à des moments on trouvait des bases de calcul sur le revenu, à d'autres moments sur le salaire et encore à d'autres moments sur le revenu d'activité. Autre lièvre que nous avons soulevé, c'est pas un petit point, il s'agit là pour le coup des fonctionnaires et de la part de l'État. Alors ça va paraître un peu technique, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement du monde, mais c'est un gros lièvre. Il se trouve qu'aujourd'hui, de fait, par le biais d'une circulaire annuelle, l'État en fait a une part, alors qui ne s'appelle pas cotisation sociale, mais qui est l'équivalent d'une contribution employeur à la hauteur de 74%. Or, le gouvernement, dans son idée de mettre tout le monde au même régime, décide que maintenant, il va y avoir un taux unique pour l'ensemble de ces cotisations de 28%. C'est le barème qui prévaut aujourd'hui dans le privé. Ils veulent l'importer pour le public et que du coup, la part de ces 28% pour l'employeur, qui est donc de 60% pour l'employeur, 40% pour les salariés, ça veut donc dire qu'on est sur une base de cotisation patronale ou de contribution employeur qui s'élève à 17%. Donc clairement, aujourd'hui c'est 74% et demain on propose que l'État ait une contribution de l'ordre de 17%. C'est ce qui va être gravé dans le marbre de la loi. Donc c'est un gouffre qui est considérable et que d'ailleurs le gouvernement a reconnu en disant lui-même que l'enjeu, il relevait d'un montant substantiel puisqu'il s'agit de 43 milliards d'euros. Alors on nous dit, vous inquiétez pas, le ministre la main sur le cœur nous dit mais c'est pas un problème, nous allons le compenser, je vous donne ma parole qu'il n'y a aucun souci, on continuera à être à hauteur de 74%. Évidemment un mensonge et on lui dit alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'inscrire clairement dans la loi et pourquoi mettez-vous dans la loi le fait que ce qui deviendra la norme légale, c'est bien 17%. Donc c'est évidemment une possibilité demain pour le gouvernement d'abaisser progressivement la part qui sera celle de l'État dans les retraites des fonctionnaires. Et également pour les fonctionnaires, il faut savoir qu'on va passer de un peu plus de 10% de cotisation à un peu plus de 12%. Alors il s'agit de lycée bien sûr, mais enfin c'est une somme qui est un manque à gagner sur les feuilles de paye des fonctionnaires qui vont déjà perdre énormément dans ce projet de loi puisque au lieu de calculer leur retraite sur les 6 derniers mois, qui sont évidemment les meilleurs dans les carrières des fonctionnaires, on va le calculer sur l'ensemble de la carrière. Si vous prenez l'exemple d'un prof, ça peut aller jusqu'à 800 € par mois en moins sur la pension. Donc c'est une diminution qui est colossale, en moyenne de 32%
en moins sur les retraites des fonctionnaires. Et le gouvernement nous dit, là encore, la main sur le cœur, ne vous inquiétez pas, nous allons augmenter les fonctionnaires. Mais sauf qu'on ne sait absolument pas de combien ils vont être augmentés. Il y a un chiffre qui circule pour les enseignants qui est 10 milliards d'euros, mais ces 10 milliards d'euros, c'est une toute petite goutte d'eau et qui ne permet aucunement de compenser le manque à gagner. Et comme déjà les profs et les fonctionnaires subissent le gel du point d'indice depuis maintenant 9 ans, quasiment gel total, hein, pas tout à fait, mais quasiment gel total depuis 9 ans. Donc ils ont des salaires qui ont considérablement baissé. Je vous donne un exemple. Par exemple, un fonctionnaire, un agent de la fonction publique de catégorie C, dans les années 70, son salaire valait 1,4 SMIC. Aujourd'hui, ça vaut 1 SMIC. Pareil pour les catégories B où c'était 1,5 et aujourd'hui c'est 1 SMIC. Donc les fonctionnaires, pour les catégories A, c'est un peu moins violent comme chute, mais c'est une chute aussi. Et au total, on a bien une paupérisation des fonctionnaires qui se traduit d'ailleurs par un manque d'attractivité de ces métiers, puisqu'on sait que le nombre de personnes qui y concourent a considérablement baissé, ce qui peut étonner parce qu'il y a quand même une sécurité de l'emploi dans ces métiers-là, dans un moment où la précarité fait rage. Mais si on enlève ce qui était une compensation, le fait d'avoir en gros un niveau de retraite à même niveau que ceux du privé, moyennant toute la carrière, avoir un salaire plus faible que dans le privé, eh bien si cela saute et tombe, il est évident que le métier sera moins attractif encore. Donc là aussi, le gouvernement ne sait pas du tout comment il va combler tout ça. Et donc on est en train de voter un texte qui est un texte qui ne contient aucune garantie d'une certaine manière des compensations. Mais s'il veut compenser, c'est bien qu'il a anticipé qu'il y allait avoir manque à gagner, ce qui est quand même assez intéressant, tout en expliquant là aussi la main sur le cœur. Et je pense au rapporteur turquois qui nous dit très, très, très tranquillement, mais enfin, moi je crois que je défends un projet de progrès social, ce à quoi d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon lui a très bien répondu en lui disant alors il va falloir qu'on discute de ce qu'est le progrès social. Vraie question, puisque visiblement ils n'ont pas l'air de bien comprendre ce qu'est le progrès social. Et c'est vrai que durant cette commission, on a entendu pas mal de perles de part et d'autre. Le rapporteur turquois en ayant quelques palmes, notamment quand nous avons discuté des agriculteurs, où il a dit la pénibilité, c'est quand même d'abord dans la tête, ou alors quand nous parlions espérance de vie et que côté Macronie, on nous répondait hygiène de vie, ce qui est quand même une certaine ambiance. Et au total, on a eu aussi un mot qui est revenu assez souvent, parce que je crois que c'est la philosophie du texte et c'est ce que nous contestons au fond, c'est l'idée de la liberté de choix. Énorme arnaque, parce que le libéralisme économique qui est à l'œuvre et qu'accompagne et même qu'accentue la Macronie, eh bien, il est contraire finalement à la liberté. Là, pour être libre, il faut gagner correctement sa vie, il faut pouvoir réellement choisir. Or là, j'aimerais bien savoir de quel choix on nous parle, puisque avec cet âge d'équilibre qui va sans arrêt monter, la question que vont se poser les gens, c'est de savoir s'ils partent à un âge où ils peuvent profiter de leur retraite parce qu'ils sont encore en bonne santé, mais alors ils vont avoir un manque à gagner parce qu'ils n'auront pas suffisamment de points, ou est-ce qu'ils vont travailler plus longtemps jusqu'à mourir peut-être dans l'emploi pour pouvoir espérer partir avec une retraite digne. C'est évidemment un total non-choix et un recul majeur. Une grande régression sociale qui est là. Et c'était assez cocasse de constater qu'au détour, un amendement a été proposé par le gouvernement, qu'on a découvert, et qui concerne le dernier article de la loi. Parce que le dernier article de la loi est hautement symbolique. Il nous demandait de ratifier les ordonnances de la loi Pacte en particulier et d'autres régimes complémentaires. Donc la loi Pacte qui justement a été votée avant la contre-réforme des retraites et qui défiscalise l'épargne retraite. Et une fois qu'on défiscalise l'épargne retraite et qu'on donne des conditions beaucoup plus difficiles d'avoir une retraite digne, on crée les conditions pour favoriser la retraite par capitalisation. Progressivement, elle va y rentrer. Et vous le savez aussi, vous en avez sans doute entendu parler, que le fait d'exclure du régime général ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, on dit ceux qui ont plus de 3 passes, hein, c'est-à-dire c'est une norme de la sécurité sociale, eh bien ceux-là vont être exclus. À partir du moment où ils sont exclus, où est-ce qu'ils vont mettre leur argent ? Dans des épargnes privées. Et c'est pourquoi il y a eu autant de publicité depuis le mois de septembre des épargnes des grands groupes qui sont là comme des vautours, les BlackRock, AXA, la Société Générale et je ne sais qui encore, qui ont décidé de promouvoir leur épargne retraite parce que l'enjeu final, même si
la Macronie a tenté à chaque fois de nous dire « mais pas du tout, nous voulons un régime par répartition, ce n'est pas notre objectif ». Leur objectif est clairement là, c'est progressivement une logique d'individualisation et de privatisation de la retraite, parce que demain, on touchera une retraite au plus près de ce qu'on aura cotisé, ce qui lamine tous les mécanismes de solidarité qui viennent aujourd'hui compenser les inégalités de carrière, les inégalités sociales. Nous ne disons pas du tout que le régime actuel est formidable, et même quand nous avons défendu nos amendements pour ne pas toucher aux régimes spéciaux aujourd'hui, ce n'était pas parce qu'on pensait qu'aucun des régimes spéciaux ne pouvait être modifié, c'est parce que nous disons qu'il n'est pas possible de détruire l'existant tant que nous n'avançons pas vers un progrès social. Et c'est pourquoi on a fait un contre-projet, mais le contre-projet, il part d'une toute autre logique. C'est qu'il faut accroître la part des richesses qui va être consacrée aux retraités. Et avec seulement 2 points de produit intérieur brut en plus qu'on mettrait au pot pour les retraites, on peut assurer le départ de chacune et chacun à 60 ans, c'est-à-dire là un vrai progrès par rapport à aujourd'hui, puisqu'on sait que l'âge légal est de 62 ans et que la réalité, c'est encore plus tard que 62 ans aujourd'hui. Mais on peut revenir à l'âge de 60 ans, ce serait un progrès, c'est possible. C'est possible aussi de garantir le SMIC à la retraite pour toutes celles et ceux qui ont une carrière complète et de ne laisser personne sur le carreau en assurant à tout le monde une retraite qui soit au-dessus du seuil de pauvreté. Ça, c'est tout à fait envisageable, c'est tout à fait possible. Mais il faut évidemment accepter de partager les richesses, d'aller taxer les revenus financiers et d'arrêter avec ces cotisations sociales qui sont chaque jour un peu plus sorties des clous de la mutualisation publique, parce que le gouvernement a creusé un trou de plusieurs milliards, tout simplement avec ces exonérations de cotisations sociales. Et c'est notamment ce gouvernement qui est responsable du petit trou de la Sécu, qui n'est vraiment pas bien gros et qui pourrait être comblé vraiment facilement, ne serait-ce que si on revenait sur ces exonérations pour les entreprises. Donc voilà, les possibilités d'une autre retraite, d'une autre réforme des retraites, d'une réforme des retraites, j'ai envie de dire tout simplement, puisque normalement une réforme c'est une amélioration de la situation, sont sur la table. Le gouvernement n'a pas voulu nous répondre. Plein de fois, nous sommes revenus sur justement la question des recettes. Ne pouvons-nous pas imaginer d'autres recettes, mettre à contribution d'autres revenus, et en particulier les revenus financiers? Jamais nous n'avons eu de réponse. C'est pour ça que je parlais de l'étreton. On est tombé à plat et sans doute le gouvernement faisait le pari que s'il n'y avait pas de scène de confrontation, il pouvait passer un peu comme dans un trou de souris. Je pense que c'est assez raté parce que les Français sont en colère, maintiennent leur colère et leur rejet du projet. Et je ne sais pas du tout, enfin plutôt je pense que le gouvernement ne le portera pas au paradis. À partir de lundi prochain, c'est reparti dans l'hémicycle, sachant que le texte qui sera soumis est le texte du gouvernement, comme si la commission n'avait pas existé, puisqu'elle n'est pas allée au bout de son travail. Donc on prend les mêmes et on recommence, on redépose nos amendements. Sans doute que le texte n'ira pas jusqu'au bout, puisque le gouvernement a dit, notamment par la voix du secrétaire d'État Pietraszewski, il n'y a pas de doute que le texte sera adopté avant les élections municipales. Mission impossible si on regarde le nombre d'amendements, sauf s'il décide là encore de nous faire travailler dans un temps qui est un temps contraint par avance. Je pense que le 17, il va y avoir une mobilisation assez générale. Je pense que le gouvernement va entendre parler de nous, de façon très large, dans l'hémicycle et en dehors, et que quelque part, on est très très loin du bout de la confrontation et que le gouvernement va payer cher, sans doute dans les urnes au municipal, mais après également, le fait qu'il ait à ce point massacré les rouages de la démocratie et méprisé les aspirations populaires. Je pense qu'aucun gouvernement ne peut se sortir d'une telle stratégie, qui est une stratégie de tout pouvoir, d'une stratégie de déni de démocratie, tout simplement inacceptable.